Donc, si on en revient un peu plus à notre thématique et notre événement d'aujourd'hui, elle a été organisée dans le cadre des World Usability Day, donc la journée mondiale de l'utilisabilité, qui avait pour cette année la thématique de la santé. Donc, pour nous, c'était l'occasion de pouvoir un peu se questionner sur comment en fait l'expérience utilisateur peut être également au service du bien commun. Et donc, comment elle peut aussi nous aider, nous accompagner dans notre parcours de santé. Et c'est pour ça qu'on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Cécile Mazon, qui est maîtresse de conférences en sciences cognitives à l'Université de Bordeaux, ainsi que Maud Rouillard, cofondatrice et directrice générale de Dénéo. Donc, bienvenue à vous deux. Donc, très heureux de vous accueillir. Et je vais Merci arrêter beaucoup, Vincent. mon partage. Voilà, comme ça je peux vous voir, c'est parfait, j'ai fini mon laïus et on va pouvoir un peu échanger sur cette thématique-là. Et avant de pouvoir vraiment rentrer dans tout le centre du sujet, je vous invite à vous présenter. On peut peut-être commencer avec Cécile Mazon, qui, donc, comme je l'ai précisé, maîtresse de conférence en sciences cognitives à l'Université de Bordeaux et qui a notamment contribué à un projet qui s'appelle Collège Plus avec l'INRIA de Bordeaux, Sud-Ouest, qui est donc des outils numériques d'aide à la scolarisation autonome des élèves avec troubles du spectre autistique. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus avec comme point de départ un peu, c'était quoi la motivation pour toi de contribuer à ce projet? Avec plaisir. Effectivement, donc nous, on travaille même globalement sur la conception de technologies pour l'éducation et en particulier pour ma part l'éducation spécialisée. La motivation première de ces projets, c'est que on sait aujourd'hui que l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école ordinaire, eh bien, c'est encore un grand enjeu en France. On essaye de le faire. Et pour le faire, il faut des outils. Et il faut pouvoir finalement donner des choses à la fois aux enseignants, aux parents, mais aussi aux professionnels qui travaillent avec ces enfants pour justement donner des manières différentes, alternatives, de leur donner accès à l'apprentissage. D'accord, très bien, merci beaucoup Cécile. On aura l'occasion de discuter un peu plus surtout des enjeux que tu mentionnes qui sont au centre aussi de ce projet-là. Et donc aujourd'hui aussi avec nous, on a donc Maud Rouillard, qui est, comme je l'ai mentionné, directrice et cofondatrice de Dénéo, qui est une application de santé qui a pour principal objectif donc, de faciliter le quotidien des soignants et des patients. Donc je ne vais pas faire semblant de rien y connaître, hein, parce qu'on a l'occasion d'y travailler ensemble. Mais voilà, Maud, je vais te laisser un peu présenter et également de présenter un peu ton projet. Et même question un peu, c'est quoi la motivation à l'origine de Dénéo? Merci Vincent pour cette introduction. Effectivement, on a été amené à travailler un petit peu ensemble sur ce projet. Et aussi à être formés ensemble. Donc de formation, je suis psychologue du travail et ergonome. Et en fait, ce qui a motivé qu'est-ce qui est finalement un peu à l'origine de Dénéo, j'ai été ergonome en centre de réadaptation. Au sein du coup, en centre de réadaptation veut dire équipe pluridisciplinaire, veut dire médecin, kinésithérapeute, infirmière. Voilà, vraiment une équipe avec qui il faut travailler pour justement apporter vraiment une bonne qualité, un bon accompagnement dans les soins des patients. Et donc, en fait, en tant qu'ergonome, et même tous les professionnels, finalement, travaillaient avec des dossiers patients papier. Et quand il y avait des outils numériques qui étaient proposés, c'était des logiciels un petit peu usine à gaz. Hein. Et donc, finalement, c'était pas facile de travailler ensemble. C'est pas facile de communiquer, de partager de l'information tous ensemble et non plus avec les patients. Il n'y a pas de partage en fait, d'informations avec les patients ou très peu pendant le séjour. Hein, c'était le séjour de 8 semaines à peu près. Voilà. Donc, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, surtout en tant qu'ergonome. Hein, on a voilà, ce souci d'adapter les choses, c'est pas nous, normalement, nous adapter un peu à l'organisation. Donc, on a envie aussi d'avoir des outils adaptés. Et donc, voilà, j'ai été confrontée à ces difficultés de partage de l'information qui pourtant sont nécessaires à la bonne qualité des soins. Et il se trouve qu'en plus, dans mon parcours, j'ai rencontré David Orven. David Orven, qui est donc également mon conjoint, mais aussi le cofondateur de Dénéo. Et donc, il a double casquette. Il a la casquette aussi donc, il est ingénieur système et développeur. Donc, il contribue au développement
de Dénéo, mais avant d'être développeur de Dénéo, eh bien, il est aussi patient avec une pathologie, un parcours de soins compliqué, hein, une pathologie chronique. Donc, il a vraiment vécu des difficultés dans son parcours de soins. Il aurait bien aimé être outillé, mieux outillé en tous les cas pour pouvoir être davantage acteur de son parcours. Et donc, avec cette, finalement, voilà, lui, avec son point de vue patient, moi, avec mon point de vue professionnel, nos compétences aussi professionnelles, on s'est dit qu'on pouvait peut-être améliorer et faire quelque chose ensemble. Et en plus, c'est pas qu'à notre échelle hein, qu'on constate ces problématiques, hein, c'est des enjeux de santé publique. Donc, d'améliorer finalement la collaboration et l'engagement des patients dans leur parcours. Donc, on a souhaité créer Dénéo ensemble, ça fait maintenant 2 ans. Voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Maud, pour cette introduction sur ce début de parcours. Donc, sur vos 2 projets, évidemment, au centre, on a donc le et les patients qui sont donc utilisateurs en fait des solutions que vous proposez. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu une définition de ce que pour vous est l'expérience patient? Comment est-ce qu'elle caractérise exactement? Vas-y, hein. Toi l'honneur si tu veux. Enfin, moi, j'ai des choses à dire. Mais... Bah, c'est une question assez large finalement. L'expérience patient, ça va être, en tout cas dans mon champ de recherche, c'est assez large parce qu'on est face quand même à des enfants qui ont à la fois une vie scolaire et une vie de patient. Ce qui est justement une spécificité très importante. Et d'ailleurs, en dehors du projet Collège Plus, on travaille aussi sur un projet qui ressemble un petit peu à ce que vous faites chez Dénéo, puisqu'on essaie de mettre en relation les enseignants, les professionnels et les parents, justement pour l'accompagnement de ces enfants-là. Et justement, la spécificité, c'est qu'ils ne vont pas avoir exactement la même expérience qu'un enfant qui est sans handicap, si je puis dire, dans le sens où ce n'est pas les mêmes emplois du temps parce qu'ils ont à la fois ce parcours éducatif et ce parcours de soins. Et il faut savoir le prendre en compte, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment des besoins qui vont être extrêmement spécifiques, qu'il est nécessaire d'explorer pour pouvoir justement donner des solutions. Et de la même manière, dans l'évaluation et dans la conception, enfin, il y a plein d'éléments, c'est difficile de résumer ça en 30 secondes, mais c'est qu'au niveau de la conception, il faut qu'on adapte certaines choses pour que ça soit accessible, que les contenus soient adaptés et surtout évolutifs. Sur l'évaluation aussi, ça va être différent parce que selon leur âge et leur niveau de développement, on ne peut pas évaluer les choses de la même manière. Et souvent, les aidants, les parents, les enseignants et les professionnels sont encore plus mis à partie parce que ils peuvent servir de proxy et finalement nous aider aussi à construire cette expérience autour d'un outil numérique. Voilà, je sais pas si tu veux quelque chose. Je te rejoins complètement. Sur l'approche, moi, alors, je suis un peu, comment dire, quand on me dit qu'est-ce que l'expérience patient, j'ai envie de dire, dans expérience patient, il y a expérience et je pense que, comment dire, du coup, qu'est-ce que l'expérience? C'est le vécu, c'est le ressenti, effectivement, comme tu l'as décrit de manière très concrète, vécu dans un environnement donné. Et donc, dans l'expérience patient, il y a patient. Et un patient, c'est une personne qui est dans un environnement de santé et qui a du coup des attentes et des besoins justement vis-à-vis de sa santé. Et l'idée de l'expérience patient, c'est de prendre en compte ce vécu du patient dans ce système de santé, donc dans cette organisation de soins et finalement, pas que. Et je pense que c'est là aussi, il y a un petit, et comme tu l'as dit très justement, il n'y a pas que le patient dans l'expérience patient. Je pense que c'est un point qui va être important, c'est de prendre en compte justement toutes les personnes qui gravitent autour de lui, qui finalement ont un impact aussi sur son expérience dans son quotidien en santé. Je pense que c'est... Voilà. D'accord, donc vous avez quand même mentionné que c'est un univers assez particulier, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte dans cet accompagnement-là. Parce que la situation elle-même, en tant que patient, elle est quand même assez sensible parfois. Donc, quand vous proposez de développer des solutions qui sont destinées donc à des patients, c'est quoi pour vous les premiers vraiment points de vigilance qu'il faut avoir? Parce que vous avez bien distingué aussi la vie de patient. Cécile, tu as mentionné ça, la vie de patient et la vie de un peu tous les jours aussi. Donc, contrairement à
quelqu'un qui développe une solution pour, par exemple, un milieu professionnel, donc un peu pour la vie professionnelle, là, on est dans une sphère un peu plus particulière. C'est quoi un peu les choses auxquelles il faut vraiment faire attention lorsqu'on cherche à développer une solution dans cette sphère-là? En tout cas, moi, de mon côté, je pense que là où il faut être vigilant, c'est... alors, il y a plusieurs choses, je pense que tu en parleras beaucoup mieux que moi, mais l'accessibilité est importante, en fait. Je pense d'autant plus quand on est dans le domaine de la santé, parce que justement, on est beaucoup plus auprès de publics en situation de handicap qui sont vraiment variés, mais donc c'est un public très large aussi. On peut être de l'enfant jusqu'à la personne âgée. Donc, je pense que la variété des profils aussi dans le domaine de la santé est impressionnant. Et puis, je pense qu'il y a finalement, il y a l'engagement aussi du patient. Enfin, je pense qu'un patient est très engagé. Il a des attentes vis-à-vis du résultat de cette solution, voilà, de ce qu'on va pouvoir lui apporter. Et je pense qu'il y a mais du coup, il y a aussi une reconnaissance derrière qui va aussi être très forte. Si on apporte une solution qui l'aide vraiment, il y a aussi une reconnaissance. Et donc voilà. Donc moi, c'est un petit peu l'accessibilité, tout ça, c'est cet engagement, les attentes qu'un patient va avoir vis-à-vis de notre travail. Et bien sûr, notre frein, ça va être la donnée. On parle de données de santé, donc des données sensibles en termes de, si on parle on se référence au RGPD, au règlement la gestion des données au niveau européen. Donc pour moi, c'est aussi finalement difficile d'avoir accès à certaines informations parce que nous, on a le choix qu'on a fait et c'est pas qu'un choix, c'est le RGPD qui veut ça, c'est qu'on chiffre en fait l'ensemble des données en base de données. Donc il y a un chiffrement, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un codage, une clé que nous, on ne peut pas lire la donnée en fait. Donc on ne peut pas non plus avoir des retours, enfin on ne peut pas traiter l'expérience des patients au travers de ces données. Donc il faut faire différemment. C'est aussi un enjeu à ce niveau-là aussi de la donnée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est clairement les éléments que j'aurais listés moi-même. Donc, l'accessibilité, c'est vraiment la condition pour moi numéro 1 à respecter quand on veut construire des outils numériques pour des patients. Parce que l'accessibilité, ça va être justement la clé d'entrée vers l'efficacité du produit. C'est-à-dire que si mon outil n'est pas accessible, mon patient, il ne peut pas rentrer dedans. Il ne peut pas l'utiliser, donc il ne peut pas bénéficier de ces effets qui auraient éventuellement un impact thérapeutique. Donc vraiment, c'est pour moi un point de vigilance numéro 1. Et justement, toutes les méthodes de conception qui sont proposées dans le domaine des IHM et de l'UX, elles sont d'autant plus importantes, je pense, quand on s'attaque à la santé, parce qu'elles vont nous permettre justement d'essayer de capter cette diversité dans la population, d'identifier ces besoins spécifiques. Et dans ce process-là, pour moi, la participation du patient et de son écosystème est d'autant plus importante parce qu'ils sont aussi les experts de leur propre fonctionnement. Nous, on l'analyse comme des psychologues. On va faire nos boîtes et nos flèches pour dire la mémoire de travail, la perception, ceci, cela, mais on n'a pas forcément accès au vécu et à la manière dont la technologie va s'insérer dans sa vie quotidienne, comment justement il va l'utiliser au jour le jour. Et justement, si on arrive à avoir cette collaboration à toutes les étapes de la conception, et bien derrière, c'est, je pense, pas une garantie totale, mais quand même déjà une force pour arriver à un produit qui va correspondre aux besoins du patient. Et donc derrière, il aura envie de l'utiliser parce qu'il est adapté et en plus parce qu'il a contribué à sa conception. Et ça, c'est super important, je pense. Aussi, ça permet de résister, je pense, à certaines idées reçues. Et ça, c'est assez courant, justement, quand on travaille dans l'autisme. Il y a énormément d'idées reçues sur les enfants, sur ce qu'est l'autisme et ce qu'est l'autisme au quotidien. Et le fait, encore une fois, d'utiliser ces analyses de besoins participatives, eh bien, ça permet de peut-être aussi les mettre de côté et partir un petit peu plus, sans préconception et arriver en fait à faire des choses très innovantes. Et sur le deuxième point, c'est l'attente des patients. Effectivement, ça c'est un truc énorme parce que on est dans la santé, donc on s'attend pas juste à un outil qui va nous faciliter la vie. On s'attend à un outil qui va améliorer
la qualité de vie, qui va éventuellement, et notamment lorsqu'on est sur tout ce qui est intervention psychoéducative, l'attente est super importante lorsqu'on propose un outil d'entraînement à la reconnaissance des émotions. Derrière, les parents s'attendent à ce que leur enfant progresse et que derrière, on arrive à diminuer le retentissement, entre guillemets, des symptômes autistiques sur la vie quotidienne. Donc l'attente patient, elle est juste excessivement importante par rapport à un outil comme un iPhone, quoi. Et sur ça, je pense que le point de vigilance aussi qu'il faut avoir, c'est faire attention. Donc, une fois qu'on a évalué l'ergonomie, l'accessibilité de notre outil, c'est d'aller en vérifier justement les effets thérapeutiques. Et bien souvent, une critique qu'on fait, c'est il y a plein d'outils. Vous tapez autisme sur les Google Play et compagnie, vous en trouvez toute une pelletée. Et en fin de compte, combien de ces applications ont vraiment été évaluées? Combien de ces applications ont montré leur valeur ajoutée par rapport à d'autres méthodes peut-être plus classiques et moins numériques? Et donc finalement, quelle est la valeur ajoutée de ces outils dans la vie du patient, et est-ce qu'on peut vraiment étayer ces effets? Et ça, c'est vraiment ces deux enjeux qui sont extrêmement forts, en tout cas en recherche, lorsqu'on travaille sur des projets comme ça numériques pour le handicap. Ça va être nos deux fers de lance, d'avoir d'un côté des choses accessibles et participatives, et d'un autre côté une évaluation rigoureuse des effets de ces interventions, parce que c'est ça qui va nous permettre d'y aller la conscience tranquille et dire allez-y, vous pouvez l'utiliser, et derrière vous en verrez certainement des bénéfices. Et bon, après, je ne vais pas reprendre l'histoire des freins des données, mais ça, carrément, les données sensibles. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard, donc, mais le sujet reviendra. Ah oui, assurément. Juste avant de pouvoir parler de ça, vous avez toutes les deux mentionné cette notion d'attente, et qui pouvait aussi amener de l'engagement de la part des utilisateurs de vos solutions. Est-ce que c'est facile, du coup, d'engager ces patients à collaborer avec vous sur l'évolution de l'outil, ou en fait, parfois, c'est pas si facile que ça, malgré qu'il y a un fort sentiment d'engagement dans l'utilisation, je vais y arriver, de l'outil? Est-ce que les faire contribuer à l'évolution et donc participer à des activités d'amélioration, est-ce que c'est finalement facile parce qu'ils sont engagés, ou en fait, c'est pas si évident que ça? Ouais. Moi, en tout cas, de mon côté, on a la particularité en fait de proposer une solution qui s'adresse à la fois aux soignants et aux patients, divers professionnels de santé et aux patients aujourd'hui adultes. Et donc, alors, on a en fait, nous, les difficultés qu'on va avoir, ça va être, comment dire, en fait, c'est pas mal en lien avec notre modèle économique notamment. Parce qu'en fait, on a un modèle économique assez particulier qui en fait, on s'adresse directement aux professionnels. Les professionnels, en fait, s'abonnent à notre solution, et ça permet la gratuité à tous les patients. Et en fait, les premiers acteurs, on va dire en première ligne, et les acteurs avec qui je suis en lien en permanence au quotidien, ça va être les professionnels de santé. Et pourtant, on propose aussi une interface pour les patients. Et donc, du coup, en fait, par contre, moi, je ne suis pas en lien avec les patients directement, parce qu'il y a aussi des enjeux de confidentialité. Voilà. Donc, on est obligé de passer par les professionnels. Et donc, ça, c'est pas simple. En fait, finalement, c'est indirect. En fait, les retours que je vais avoir des patients, c'est beaucoup au travers des professionnels. Donc, je pense que c'est ça vraiment notre première difficulté, c'est d'avoir un retour direct des patients qu'on outille finalement au quotidien. Et finalement, c'est les professionnels qui outillent leurs patients. C'est pas nous qui les outillons directement. Et voilà, je pense que ça, c'est une des premières difficultés qu'on peut avoir. De notre côté, disons qu'il y a plusieurs, ça va dépendre un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend les applications Collège Plus qui s'adressent directement aux enfants, là, on va avoir une confrontation directe avec les enfants, puisqu'on va dans les écoles, on teste nos applis, on leur donne accès donc à ça pendant un certain temps. Donc, on voit directement leur ressenti. Après, ce ressenti, il est parfois un peu biaisé, dans le sens où il y a toute cette nouveauté, il y a quelqu'un qui vient à l'école et qui nous fait des trucs, c'est trop bien. Donc,
à ce niveau-là, disons qu'on peut impliquer les enfants parce que c'est quand même aussi l'occasion de leur dire ce qu'on vient faire là, donc leur expliquer, tu vois, là en fait, je suis en train de faire des petites évaluations pour savoir un petit peu qu'est-ce que ça a fait, cet outil-là. Là, récemment, on avait testé une application d'entraînement aux mathématiques et au final, autant l'aspect évaluation de l'outil que l'utilisation de l'outil en lui-même a beaucoup motivé les enfants. Et là, vraiment, c'est assez agréable parce que ils sont investis, ils s'engagent très facilement, mais il y a cet effet aussi un petit peu de le chercheur qui vient sur le terrain et qui finalement crée un engouement parce que c'est super, il y a un truc un petit peu nouveau qui se passe à l'école et tout. Après, quand on aborde plutôt le sujet de la conception, ça, c'est une question qui fait énormément de débat parce que classiquement, les enfants ne sont pas si souvent impliqués justement dans la conception de ces outils et ils participent souvent, encore une fois, par proxy, c'est-à-dire qu'on va demander à leurs parents, on va demander à leurs enseignants, on va demander à leurs professionnels de santé. D'après vous, qu'est-ce qu'il lui faut? D'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait, etc., etc. Et bon, ça, c'est l'approche majeure parce que forcément, quand on essaye de concevoir avec des enfants qui ont des handicaps cognitifs, se pose la question de la capacité justement à exprimer son besoin, de la capacité à pouvoir imaginer des fonctionnalités qui vont avec. Et pourtant, il y a des travaux qui ont été faits. Là, je pense notamment aux travaux de Frauenberger ou de Spiel, qui justement, eux ont essayé de mettre en place des méthodes qui permettent de faire participer ces enfants. Et c'est magnifique parce qu'en fait, il y a énormément d'innovations parce que bien souvent, on dit qu'ils ont une pensée qui est quand même différente de celle des autres. Et donc, ils ont leur créativité d'enfant. Et ça, en fait, ça permet de faire des choses totalement nouvelles et qui vont leur plaire. Et encore une fois, pousser l'engagement. Après, on travaille aussi sur un outil qui va s'adresser principalement aux parents, enseignants et professionnels de santé. Et là, je pense que ce qui permet d'avoir une implication forte de tous ces acteurs, c'est d'avoir des partenariats. En fin de compte, c'est de créer justement du lien avec des associations, avec aussi bien des associations de parents que des associations d'accompagnement, avec aussi les institutions. On est en partenariat, par exemple, avec l'Académie de Bordeaux, justement, pour pouvoir avoir accès aux écoles, pour pouvoir aussi proposer le projet aux enseignants et leur proposer de collaborer. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce soutien un petit peu, aussi bien des institutions que des associations, ça a grandement facilité justement l'implication des professionnels de santé, puisque le fait de rencontrer ces partenaires-là, on leur présente le projet et eux, derrière, peuvent aussi se l'approprier et finalement se dire, bon, ok, est-ce que c'est quelque chose que je peux décemment proposer à mes collègues et à mes collaborateurs? Donc, finalement, cette collaboration, je pense qu'elle se passe bien quand il y a aussi un réseau de partenariats qui se crée et finalement une envie commune de proposer des innovations numériques. D'accord. Donc, toutes les deux, vous êtes très impliquées justement dans cette collaboration avec tous ces acteurs et professionnels de santé. Comment ça se passe concrètement cette collaboration? Est-ce que est-ce que pour vous c'est une réelle force ou parfois ça rend aussi un petit peu complexe la mise en place, le développement du projet? Comment ça se passe pour vous, cette forme de collaboration avec tous les acteurs tous les professionnels de santé autour de ces projets? Pour moi, c'est plutôt un levier, en tout cas. Pour ma part, de mon côté, ça se passe très bien. C'est même au-delà d'être utilisateurs, ils sont même prescripteurs en fait de notre solution parce qu'ils sont tellement satisfaits que le bouche à oreille fonctionne et ça, c'est aussi un de nos modèles. Et c'est vertueux et finalement, comment ça se passe? En fait, très concrètement, les professionnels qui utilisent la solution peuvent m'appeler au téléphone. Je peux être appelée à tout moment, mais ils savent. En fait, on a instauré en fait un rôle. Je pense que ça, c'est intéressant aussi. C'est qu'on a vraiment instauré un climat de confiance, de bienveillance en se disant que si vous me faites des retours pour améliorer la solution, c'est pour vous, c'est pour nous, mais c'est aussi pour l'ensemble de la communauté qu'on a créée d'utilisateurs. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ils en ont conscience parce qu'en fait, on le dit dès le début. On leur explique, voilà, nous, c'est comme ça qu'on veut fonctionner.
Donc, si ça vous dit, eh ben, on peut fonctionner vraiment comme ça ensemble. Ça va être facile. L'idée, c'est que ce soit simple, hein, parce que ça, c'est important par contre. Alors, voilà, c'est facile, mais il faut quand même savoir que c'est des professionnels de santé. Et les professionnels de santé, la particularité aussi, on n'en a pas encore parlé, mais c'est qu'ils sont quand même très peu, on va dire, disponibles. Et voilà, ce ne sont pas les gens les plus disponibles, on va dire. Par contre, quand ils se rendent disponibles, ils sont très engagés. Et donc, ça fait des retours très riches. Donc, je disais par téléphone, c'est beaucoup aussi par mail, évidemment. On peut avoir des conversations WhatsApp, avoir des groupes dédiés. En fait, on peut mettre en place plein de petites choses. Voilà, je pense que c'est pas forcément, faut pas attendre des choses. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un enjeu qui est un peu complexe parce que je suis pas que UX designer dans l'idée, c'est que je suis aussi à la direction d'entreprise, je fais tout sauf le développement, mais sinon, voilà, j'ai un peu toutes les casquettes, donc ça c'est aussi ma difficulté, c'est que je peux pas être très carré sur les méthodologies de retour d'expérience qu'on va pouvoir mettre en place. Mais par contre, je suis très disponible pour avoir des retours. Alors, avec toute la conscience que, bien sûr, il y a plein de biais hein, là-dessus. Voilà, il y a plein de biais, c'est sûr. Mais voilà comment ça se passe. C'est des retours et derrière, en fait, c'est une organisation à avoir. Et après, il faut choisir les bons outils à mettre en place. Donc, par exemple, nous, on va mettre concrètement en place un Trello avec David. Et en fait, moi, je remonte l'ensemble des besoins sous forme de user story, un petit peu, en tant que kinésithérapeute, j'ai besoin de pouvoir envoyer un message de manière sécurisée à mon patient. Derrière, ça va peut-être faire une messagerie sécurisée là, qui va arriver bientôt, mais on priorise comme ça s'il y a plus cette demande va être présente, plus on va pouvoir prioriser et développer cette fonctionnalité. Donc, c'est des échanges comme ça, très, très simples, je pense, enfin très simples. Voilà, on va dire facile, mais pas hyper carré. Mais je pense que c'est plutôt des échanges en fait très agréables, toujours bienveillants avec les professionnels, avec une envie en fait de nous aider et d'améliorer leur outil pour tout le monde. Moi, je le vois vraiment plutôt comme un levier qu'un frein aujourd'hui. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Nous, clairement, ça se passe aussi de la même manière. Là, sur le projet qui est en cours de plateforme de mise en lien, déjà, c'est un projet qui est né vraiment de retour terrain. C'est que en arrivant dans les classes avec nos tablettes et nos applications pour les enfants, on nous a un peu regardé l'air de dire vous êtes mignons, mais nous aussi, on aurait peut-être besoin d'outils pour nous aider dans notre quotidien. Donc voilà, nous, on a ce genre de difficultés. Est-ce que vous pouvez pas faire quelque chose? Donc, au final, là aussi, c'est un levier parce qu'en fait, quand justement on donne de l'attention comme ça et qu'on propose des choses nouvelles pour régler un problème qui est là depuis longtemps, pour lequel on ne sait pas quelle solution on a. Souvent dans le champ de l'autisme, on est face quand même aussi à des parents qui sont parfois démunis. C'est-à-dire que voilà, leur enfant, il a une différence et en fin de compte, ça vient impacter la relation avec l'enseignant parce que l'enseignant, il sait pas toujours s'y prendre ou du moins, il se sent pas outillé pour le faire. Et donc, il va avoir des difficultés justement à installer une relation avec le parent. De l'autre côté, le parent, il se retrouve aussi à devoir gérer un emploi du temps de ministre entre l'école, les soins, il faut que je parte au rendez-vous, là-ci, par-là, sa vie de famille. Et justement, nous, on s'est aperçu qu'en fait, parmi nos concepteurs et nos testeurs aujourd'hui, on a beaucoup de parents qui travaillent à mi-temps, voire qui ne travaillent plus, parce que ils s'occupent à plein temps ou à mi-temps de leur enfant, parce que c'est une énorme charge. Donc finalement, quand on arrive en leur disant regardez, on aimerait bien essayer de faire des choses qui finalement pourraient régler un certain nombre de vos problèmes. Eh bien, effectivement, c'est plus un levier qu'un frein, parce que en tout cas, ils s'approprient super vite l'outil et jusqu'à nous dire ah ouais, vous avez fait ça, c'est super, mais moi j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ça, et pourquoi pas rajouter ci en fin de compte. Et alors, si à la limite on peut vraiment évoquer un frein, c'est qu'au final on se retrouve avec tellement de suggestions que on peut pas tout faire. Et au bout d'un moment, justement, je pense que là, peut-être se situe aussi le travail du designer UX, c'est de dire, OK, comment je fais le tri des patates et finalement, quelles vont être les fonctionnalités qui bénéficieront le plus et qu'est-ce qui va plutôt relever finalement de l'organisation personnelle
Et si on a vraiment beaucoup d'organisation personnelle, comment est-ce que je peux faire un système qui serait suffisamment adaptable pour que tout le monde puisse y mettre son petit grain de sel et tout le monde puisse un petit peu le détourner en fait finalement à son propre fonctionnement et que finalement on ait un beau duo. Et au final, le fait de travailler avec des populations, je parle désolé un petit peu comme ça, mais avec des catégories de personnes comme ça différentes, des parents, des enseignants, des professionnels, je trouve que c'est d'autant plus enrichissant parce que chacun va avoir des retours qui vont être très spécifiques à son expérience particulière. Et en fait, on se rend compte qu'on a des besoins différents et qu'on doit essayer de tout concilier dans un seul outil. Et donc, bon, heureusement que les processus sont itératifs, hein, parce que du coup, là, on en est à une V1, on espère pouvoir faire une V2 et qui sait après, derrière, une V3, une V4. En tout cas, c'est très enthousiasmant de vous voir dans un écosystème avec tant de personnes engagées, bienveillantes et volontaires, presque moteurs. Donc, c'est pas toujours le cas dans beaucoup de projets. En tout cas, visiblement, dans ce milieu-là, ça a l'air d'être le cas. Donc, tu voulais ajouter quelque chose, Maud? Oui, juste un petit truc très simple, mais il y a quelque chose que je voulais aussi souligner, c'est que le fait d'être du coup avec les professionnels et d'améliorer de leur côté finalement leur expérience, eh bien c'est très très visible. On améliore aussi du coup vraiment directement l'expérience des patients parce que j'ai un exemple concret. Par exemple, un professionnel avait, aujourd'hui, les professionnels, en fait, on outille aussi des professionnels du sport santé, donc des enseignants en activité physique adaptée, en fait, qui vont accompagner, pour vous donner un peu le contexte quand même, qui vont accompagner en fait des patients qui, pour eux, en fait, l'activité physique, c'est le traitement. Voilà. Dans un cas de pathologie chronique, diabète, en oncologie, différentes pathologies. Et en fait, qu'est-ce que va faire l'enseignant en activité physique adaptée? Il va faire une évaluation de la condition physique avant de lui proposer un programme d'exercice qui va être adapté, qui va faire office de traitement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, ils travaillent avec du papier, des fichiers Excel. Et en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait avec Deneo? C'est qu'on automatise cette partie-là. On simplifie, on leur fait gagner du temps. Ils travaillent directement avec une tablette. Et plutôt que de recopier des informations, de le mettre sur papier, puis après de le mettre sur un fichier Excel, et après potentiellement ne jamais donner les résultats aux patients, on le fait directement sur une tablette. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que plutôt que aujourd'hui, en fait, hein, concrètement, voilà, ils notent tout sur un papier, etc. Et l'expérience du patient, elle va être moins bonne, en fait, parce que potentiellement, il aura, je sais pas, il n'aura pas le temps de recopier l'information, il n'aura pas le temps de lui faire un joli graphique pour lui montrer, en fait, finalement, que son programme d'exercice fonctionne bien et a un impact positif sur sa condition physique et sur sa santé en général. Et donc, du coup, le fait d'apporter aussi un outil qui fait gagner du temps au professionnel, ça apporte de la qualité pour le professionnel, mais aussi directement dans l'expérience que le patient va vivre dans son quotidien. Et voilà, on a le cas comme ça où il va faire passer son bilan, ses tests, il enregistre et directement il peut dire au patient, voilà, regardez. Et là, instantanément, on a un graphique, on a des résultats, on peut comparer, on a un support de dialogue, en fait, d'échange qui apporte énormément de qualité dans l'expérience. Le patient va dire, ah ok, c'est un professionnel qui est bien outillé, donc il va être reconnaissant. Il va être reconnaissant, il va voir tout de suite l'impact en fait de cette évaluation sur sa qualité de vie. Il va voir tout de suite l'impact et l'importance en fait de cet accompagnement qui est proposé. Et du coup, l'expérience va forcément être plus positive. Voilà, c'était le petit ajout concret que je voulais apporter. Mais oui, c'est vrai que du coup, en appliquant les professionnels de santé, ça contribue un peu à ce cercle vertueux. C'est-à-dire que vous avez quand même la ligne directe où cette volonté, c'est d'améliorer le parcours de soins des patients, mais en impliquant aussi ces différents acteurs-là, en répondant à leurs besoins, de fait, en fait, directement et indirectement, ça va aussi bénéficier aux patients, en fait. Donc, oui, c'est sûr que cette collaboration-là, je pense que là, visiblement, de ce que vous nous en dites, tout le monde en a bien conscience et c'est ça aussi qui rend moteur tous les acteurs, en fait. Donc, c'est ok, c'est un très beau écosystème. Je vois que le temps tourne, donc je vais passer sur une autre thématique qu'on a déjà mentionnée juste avant par rapport aux données sensibles, parce que la notion d'éthique, elle est quand même extrêmement centrale dans votre domaine en fait d'application, qui est la santé, et comment en fait ça impacte votre travail, le fait que vous travaillez avec des données sensibles, parfois vous n'avez pas du tout accès, parce que en tant que chercheur et en tant que
que personne qui travaille sur l'expérience utilisateur, on est amené à ce devoir de confidentialité, mais on a quand même accès aux données, mais j'imagine que vous, des fois, vous n'en avez pas du tout accès. Donc, comment ça impacte votre travail? Bah, ça l'impacte directement parce que c'est pas seulement la question du stockage des données, c'est aussi dans tout le développement de l'outil qu'il faut avoir un certain nombre de sécurités, qu'il faut aussi avoir pas mal de process administratifs, faut le dire, au bout d'un moment, il y a des process. En particulier, alors nous sur ça, franchement, je pense que j'ai beaucoup de chance de travailler à l'INRIA, qui a vraiment des services d'accompagnement, juristes, DPO, qui vont vraiment nous aider parce que, si vous voulez, nous les chercheurs, autant vous dire que ça, surtout quand on est chercheur psychologue, tout ce qui est développement, autant vous dire, c'est pas ma tasse de thé. Je comprends les grandes lignes, mais voilà. Sécurité des données, c'est pareil, je sais qu'il faut le faire, mais je sais pas du tout comment. Donc, autant vous dire qu'heureusement qu'on a toutes ces personnes autour de nous pour nous aider parce que, clairement, pour la petite histoire, moi, l'outil sur sa première version, en fait, voilà, j'ai dit, ouais, bon, on va faire un site internet. Et en fait, c'est là qu'ils m'ont tous dit, non, mais en fait, stop, parce que là-dedans, tu mets des données de santé. Donc, c'est pas possible de faire ça. Tu fais pas un WordPress pour mettre des données sur des enfants en situation de handicap. Donc, clairement, c'est aussi des développements qui coûtent plus cher. Parce que derrière, il nous faut certaines sécurités dans le site, il faut que ce soit chiffré, il faut qu'il y ait des doubles authentifications, il faut des serveurs qui soient suffisamment sécurisés. Donc, finalement, le financement, il n'est pas du tout le même. Il y a des déclarations aussi à faire du côté de la CNIL, du RGPD. Il faut informer les gens parce que aujourd'hui, à l'ère du big data et des cookies en fait, dès que je vais sur Internet, je suis tracée et je suis inondée de pubs parce que j'ai cherché des après-ski l'autre jour. Mais au final, ça entretient aussi une certaine crainte de la part des utilisateurs de se dire « Oula, mais je mets quand même des données importantes sur ce site. Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que derrière ces données, comment elles sont utilisées ?» Après, le petit côté de la recherche qui nous aussi nous aide, c'est que les données de recherche, c'est un traitement encore un peu particulier. Je pense que c'est peut-être moins strict qu'en industriel, dans le sens où nous, les données, on a le droit de les conserver pendant un certain temps, on a le droit de les analyser. Alors, bien entendu, on ne les conserve pas sur un bout de papier dans le placard à l'entrée du bureau. Mais ces données, on peut, et on informe bien sûr les personnes, c'est pour ça qu'on fait signer des consentements éclairés, dans lesquels on explique tout ce genre de choses, et on le redit à l'oral, parce que c'est comme les conditions générales d'utilisation, on ne les lit pas. Donc, on explique tout ça, on dit, oui, bien sûr, on collecte des données, mais ces données-là, elles sont anonymisées, elles sont sécurisées, et lorsqu'on y a accès, on n'y a accès que sur un serveur sécurisé. Quand on ne les utilise plus, on referme tout, et la boîte, elle est fermée, et personne n'y a accès. Et voilà, donc je pense que vraiment, ça, c'est une question qui est centrale et qui va devenir de plus en plus importante, surtout qu'aujourd'hui, on utilise de plus en plus aussi l'IA pour la santé. Et l'IA, au bout d'un moment, c'est pas juste une intelligence qui pop comme ça de l'ordinateur, ce sont des algorithmes qu'on entraîne. Et on les entraîne sur quoi? Des données de santé. Et donc là aussi se pose la question du comment je peux créer des algorithmes sur ces données de santé, comment est-ce que je peux réutiliser ces données. Il y a plein de programmes aussi de partage de ces données entre équipes de recherche pour savoir, mais là aussi, comment elles ont été collectées, ces données, c'est un débat, je pense qu'on pourrait y passer 4 heures dessus. Oui, j'en suis convaincu, c'est un véritable enjeu, oui. Et je vois Maud qui a acquiescé très fortement dès le début des propos. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? C'est sûr. J'en reparlerai pas, je fais que confirmer en tout cas tout ce que tu as pu exprimer là, parce qu'on a exactement les mêmes. Alors, c'était notre gros point de vigilance au démarrage, on savait très bien, ça fait un moment qu'on travaillait avant avec David sur le sujet justement du numérique en santé, et du coup on savait quand on a créé des néos que c'était l'enjeu, c'était le premier obstacle, c'était d'avoir le chiffrement des données, un serveur HDS français, hébergeur agréé en données de santé, pardon, français. Donc voilà, le RGPD, je suis complètement d'accord, il faut être accompagné. Donc on a un cabinet juridique qui nous accompagne sur ces sujets, très importants. Et quand on parle d'éthique, oui, en fait, nous, notre approche, c'est de prioriser. Tous nos choix, en fait, c'est l'éthique qui prime.
Donc du coup, voilà, on sait par exemple voilà, que les GAFAM ne sont pas soumis au RGPD, ils font un peu ce qu'ils veulent des données. Ils font un peu leur richesse, en fait, une richesse financière, une valeur financière qui est importante des données. Et finalement, tous les patients, en fait, là où il y a un enjeu aussi au niveau de l'expérience patient, c'est que tous ces outils sont gratuits. Les données, vous savez bien, du coup, sont vendues, réutilisées. Et en fait, ça crée une méfiance, une certaine méfiance aussi vis-à-vis des outils numériques. Et en fait, ils sont vraiment méfiants. On a, par exemple, pourquoi en fait il y a une méfiance? On a un exemple aux États-Unis, il y a des assurances qui donnent, en fait, qui ont accès aux données de santé, et donc il y a des dérives finalement assez graves, hein. Les assurances ne veulent pas assurer certains patients parce qu'ils ont telle ou telle pathologie en fonction de leur état de santé ou en fonction de l'état de santé de la famille même. Donc il y a des liens qui sont faits comme ça. Et du coup, c'est un peu notre... là où je veux en venir, c'est qu'on a, nous, on est un peu impacté entre guillemets de ça, mais c'est intéressant. En fait, il y a un peu le paradoxe quotidien auquel on est confronté. C'est que les patients refusent ou s'inquiètent quant au sort de leurs données, justement. Quand les professionnels disent je vais vous créer un compte sur des néos. Enfin, vous voulez bien que je crée un compte, hein, ça dépend, c'est pas toujours amené de la même manière, mais et bien là, on peut avoir aussi une inquiétude. En tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que les patients s'interrogent. J'ai envie de dire grâce à ça, ça passe aussi grâce à ça, s'interrogent quant au sort de leurs données. Moi, j'explique toujours, et là, je pense que c'est là notre rôle, hein, lors de formation où je forme les professionnels, leur expliquer que en fait c'est sain de se poser la question. Mais en fait la différence c'est que d'habitude les patients ne se posent pas la question, ils vont utiliser toutes leurs applications sans se poser la question. Mais là on a un modèle qui fait que ah bah oui, pour une fois le professionnel va partager l'ensemble des informations avec les patients. Et ça existe peu en fait aujourd'hui, c'est très rare. Les professionnels ont leur outil, métier, ils mettent leurs données, ils ne discutent pas de... Mais là, comme il y a un partage et une vraie transparence, en fait, quant au sort des données et le partage, donc là, il y a une obligation un peu du professionnel de devoir savoir comment faire et comment expliquer justement, qu'est-ce que deviennent ces données. Et c'est aussi notre rôle, nous, on a un rôle un peu dans cet écosystème et dans ces relations pro-patient. Et voilà, donc je pense qu'il faut être, justement vigilant quant à l'usage des données. Et nous, en fait, notre choix, ça a été aussi de refuser de vendre ces données, malgré la valeur financière, on va dire, que ça apporte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces données, effectivement, elles ont une valeur aussi pour la recherche. Et là-dessus, on met en place des partenariats avec des laboratoires de recherche publics. Donc, on leur offre en fait des accès à des données anonymisées. Ça, c'est pareil, on n'a pas parlé, mais ce qui est important en termes de RGPD, ce qui est stipulé, c'est qu'il faut demander aux patients pour anonymiser les données. C'est pas j'anonymise donc je peux partager, c'est je demande l'accord aux patients pour pouvoir anonymiser les données et ensuite être transparent quant à leur sort. Voilà. Donc, on a tous ces protocoles à mettre en place. Voilà. Je fais vite. Hop, j'ai fini. Je sais que le temps traîne. C'est extrêmement intéressant, vraiment. Je pense on pourrait en parler encore pendant des heures de tout ça, parce que vous abordez des thématiques vraiment intéressantes qui sont certes vraiment spécifiques de votre milieu, mais qui sont des sources d'inspiration sur beaucoup d'autres applications. Donc, mais malheureusement, je pense qu'on aurait dû mettre une pause de 3 heures pour aborder tout ça, mais on arrive déjà presque à la fin. Donc, avant de passer aux questions, j'aimerais, du coup, de notre audience, j'aimerais juste vous en poser une dernière rapidement, si vous aviez un conseil à apporter pour tous ceux qui souhaiteraient commencer un projet dans la santé. Qu'est-ce que serait un peu le conseil que vous leur communiqueriez avant de les balancer dans cette aventure-là? Moi, je pense... Un seul Essayons de faire un seul. Un gros conseil. Je dirais... non, c'est pas facile, hein. Un seul conseil. Non, je dirais qu'il faut essayer de faire les choses. Je pense que le premier conseil, ce serait peut-être justement lié à une certaine éthique et une certaine moralité, où finalement faire les choses avec enthousiasme et intégrité.
en essayant de finalement toujours penser à quel est le bénéfice pour le patient. Enfin, finalement, c'est ça, c'est mettre l'utilisateur et le patient au centre de nos considérations et de toujours finalement faire les choses dans ce sens-là. Ouais, complètement. Ok. J'ai même envie de dire d'aller encore plus loin parce que je suis un peu formée à ce qu'on appelle le partenariat patient et on parle d'expérience centrée, mais alors j'irais même plus loin sur du partenariat et faire avec. Et donc finalement, nos utilisateurs, les patients, les professionnels, les familles font partie de notre équipe. Et nous, c'est vraiment comme ça qu'on le perçoit. On le fait en partenariat, on va au-delà on est vraiment dans de la co-construction. Ouais. Donc faire avec, je pense que c'est peut-être le mot de conclusion et surtout, mais assurez-vous de bien répondre à un besoin. Ça, c'est vraiment primordial. S'assurer qu'il y a un vrai besoin derrière et pour ces acteurs concernés. Donc, il faut faire avec pour savoir s'il y a un vrai besoin. Oui, je pense que faire avec. J'aime bien ce mot de conclusion. Super. Comme on dit aussi, c'est faire par et pour les utilisateurs. Donc, finalement, l'expérience patient est quand même intimement liée à cette notion d'expérience utilisateur. En tout cas, merci beaucoup pour cette petite heure à avoir partagé autour de ces questions liées à la santé et l'accompagnement patient. Donc là, on va prendre un peu de temps pour répondre aux questions qui ont été posées pendant ces échanges. Je vais peut-être laisser Alina sélectionner quelques questions. Il y a vraiment beaucoup de questions qui sont tous géniales. Je pense que un petit peu c'était touché, mais peut-être vous pouvez faire la récapitulation. Si vous avez des astuces pour capturer ces retours patients, professionnels et proches aidants, parce que c'est pas évident dans le milieu de santé, contrairement aux d'autres milieux moins sensibles. Je te laisse. Des astuces, disons que nous, on travaille souvent par phase, donc en général, on va monter des protocoles de tests. Et ça va être vraiment une phase qui va être dédiée justement à la collecte de ces retours patients. Et du coup, on va avoir effectivement accès à plein de données, puisqu'en général, on va faire des questionnaires, bien entendu. Donc, des questionnaires, alors la plupart du temps, on essaie de prendre des trucs qui sont un peu validés, standardisés, histoire que ce soit fiable et que ça puisse être reconnu et qu'on puisse comparer. Voilà, on a un certain nombre de questionnaires qui permettent d'évaluer l'expérience utilisateur. Après, c'est pas suffisant, bien entendu. Il faut aussi avoir des questions ouvertes. Donc, c'est vrai qu'il faut, voilà, dans l'idéal, organiser certains entretiens ou du moins des débriefings lorsqu'on fait des tests sur du court terme. Et après, lorsque là actuellement, on est sur une expé plutôt à long terme, c'est finalement voilà, être aussi un petit peu présent tout le temps, avoir une certaine disponibilité pour pouvoir recueillir les informations. Mais voilà, après, je me dis, dans l'idéal, peut-être qu'un système type de ticket aussi, ça pourrait être des choses qui seraient pas mal pour pouvoir avoir du retour. Je pense que ouais, je dirais pas mieux. Ouais, je pense, mais la proximité et surtout vraiment annoncer, comme je disais juste avant, c'est vraiment annoncer cette relation de proximité et dire que vraiment tous les retours sont les bienvenus et pas sans frein, quoi. Sans limite, se dire que tout est possible. Voilà. Et même si on ne mettra pas tout en place, par contre, ça c'est important. C'est bien. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi, c'est quand on demande des retours. C'est de bien annoncer aussi le cadre et dire attention, par contre, c'est pas parce que vous nous demandez telle et telle chose que ce sera mis en place assurément. Et je pense que c'est important aussi d'expliquer, voilà, juste aussi de Cette faire notion, ces petites questions. cette notion d'accès aux patients, ça se fait, donc Maud nous l'a déjà mentionné, est-ce que ça se fait de ton côté, surtout par les professionnels qui contribuent avec l'outil. Est-ce que pour toi aussi, Cécile, lorsque tu fais contribuer des patients, ça se passe que via des partenariats ou des professionnels de santé, ou ça vous arrive, l'une comme l'autre, d'aller directement à la source, sans passer forcément par des intermédiaires de professionnels de santé?
Et c'est ça aussi que très souvent dans les projets, c'est ce qu'on doit faire, mais que là, du coup, c'est un domaine assez particulier. Est-ce que ça vous arrive de le faire ou du coup, ça vous en empêche? Si, disons que nous, c'est vrai que là, on a quand même un peu élargi tout ce qui est nos méthodes de recrutement aux réseaux sociaux et ça a extrêmement bien marché. Aussi, de finalement un peu plus communiquer en fait sur les projets parce que bien souvent, si on n'arrive pas justement à aller à la source parce que les gens sont juste pas au courant qu'on existe. Et bon, et c'est vrai que voilà, c'est difficile hein, de finalement aussi derrière, on peut trouver le temps hein, parce de pouvoir justement aller sur le terrain et de dire ah ben tiens, je vais aller là-bas, je vais leur parler, je vais aller là-bas, je vais leur parler. Donc c'est vrai que pour ça, je pense que les réseaux sociaux, ça a été un joli levier de recrutement qui était très complémentaire avec nos partenaires, puisqu'on a ouvert nos recrutements sur la France entière. Et le fait de passer justement par Instagram et compagnie. Alors moi non plus, je ne suis pas du tout utilisatrice de ces trucs, mais c'est vrai que ça a été vraiment finalement un fort levier parce qu'on s'est rendu compte que la voie institutionnelle, elle ne marche pas à tous les coups non plus. Hein. Ce n'est pas une panacée. Ouais, de notre côté aussi, ça nous arrive d'être en direct. Par contre, on peut pas. Enfin, là où on a le frein, comme je le disais, c'est que ce sont pas nos clients en fait, les patients, et on n'a pas le droit. Enfin, on peut pas. En fait, on n'a pas d'accès direct. On va pas les contacter. Non, ce sont les professionnels, les clients, et après, ce sont leurs patients. Voilà, donc on peut pas se permettre de les contacter directement. Voilà. Par contre, on peut mettre en place différentes choses. On a par exemple, on a eu la chance de travailler avec des étudiants de l'Institut de gestion à Rennes, par exemple, qui étaient mobilisés sur notre projet. Donc ça peut se faire sous différentes formes. Comme je le disais, j'ai pas assez de recul et du coup, c'est important justement d'avoir du recul parce que je suis la cofondatrice de l'outil. Donc voilà, donc pour questionner, pour limiter les biais justement dans ces feedbacks, c'était des étudiants qui étaient mobilisés vraiment pour aller recueillir. Donc au travers de questionnaires, comme tu l'as dit, c'était exactement ça, c'était au travers d'entretiens avec semi-directifs, avec des questions. Et c'était très intéressant. Derrière, ça permettait d'avoir des retours de patients pour le coup. Directement en fait. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un premier questionnaire, un formulaire, et qu'ils ont déposé sur les réseaux, donc Facebook, et en fait les personnes de ces différents groupes de santé, sport santé, etc., qui s'intéressaient à ce sujet, en fait se sont inscrits sur ce formulaire. Et derrière, on laissait leurs coordonnées et ont pu être mis en contact directement avec les étudiants qui ont travaillé sur ce feedback patient. Donc il y a des façons de faire, hein. C'est tout à fait possible, mais ça prend du temps et ça prend plus de temps. Mais c'est nécessaire. Okay. Alina, est-ce qu'on a une autre question pour terminer? C'est une question, je ne sais pas si ça sera court comme réponse, mais quand même c'est très intéressant, je trouve. Sébastien vous demande, vous parlez des GAFA sur le sujet de données. Qu'est-ce qu'il y en a de pure players du digital healthcare comme Doctolib ou Livy? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, qu'est-ce qu'on pense de tout ce qui va être Doctolib et tout ça? C'est ça? C'est ça, oui. C'est quoi un peu votre opinion, si vous souhaitez partager sur un peu les acteurs comme ça du digital healthcare, comme Doctolib, sur leur manière aussi de gérer tout ça, proposer leur solution? Alors oui, notre positionnement, nous, je pense qu'il est assez clair là-dessus. Nous, en tout cas, nous, on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. C'est l'utilité sociale avant la rentabilité. C'est aussi ce qui peut nous différencier de d'autres solutions. C'est qu'en fait, on ne veut pas aller à tout prix aller chercher, parce que c'est ça hein, le système un peu Doctolib, voilà, c'est d'aller chercher à tout prix un maximum de clients, donc d'utilisateurs. Pour faire du chiffre et rentabiliser un peu leur système qui est d'avoir beaucoup de de commerciaux et donc en fait et de faire de la publicité et d'aller vraiment un peu en requin hein, d'aller chercher les utilisateurs et les clients. Donc
nous, on n'a pas ce modèle. Voilà, on n'a pas ce modèle. On ne souhaite pas fonctionner de cette manière parce que c'est d'abord l'utilité sociale, c'est-à-dire que on ne veut pas à tout prix avoir des clients, on ne veut pas à tout prix avoir une quantité. On préfère d'ailleurs, on mise d'ailleurs sur la qualité des échanges avec nos utilisateurs. Et du coup, on veut s'assurer d'abord que notre solution va répondre à un réel besoin. Et apporter l'expérience maximum pour nos utilisateurs. Donc, c'est la qualité avant et finalement, voilà, je pense que notre modèle est différent. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses à ce niveau. Pour moi, tu as tout dit, hein. C'est sûr que, enfin voilà, surtout dans le domaine de la santé, c'est ça qui pose, moi en tout cas, qui me pose des questionnements, c'est de me dire, oh là là, mais en fait, on essaye de faire du business sur la santé. Ça, effectivement, je trouve que c'est quelque chose qui est éthiquement discutable, dirais-je, pour être soft. Après, voilà, d'un autre côté, je me dis aussi que finalement, une entreprise, pour qu'elle vive, il faut quand même qu'à un moment donné, elle arrive à dégager de quoi vivre. Et je pense que justement, à un moment donné, l'humain fait tout dans l'excès. Soit il est trop social, soit il est trop business. Et au final, on a cette tendance finalement à un petit peu céder à la tentation et de se dire, ah, je pourrais faire plus de fric, allons-y. Et justement, je pense que c'est peut-être ce mécanisme-là qu'il faut limiter au max parce que je pense que justement des entreprises d'utilité sociale mériteraient de se développer et finalement de pouvoir proposer leurs solutions à plus en plus un plus grand nombre. Mais voilà, je pense que ce serait important qu'elles gardent effectivement dans ces valeurs, des valeurs humaines, humanistes, dirais-je, de se dire, ok, on fait du fric parce qu'il faut bien qu'on fonctionne, mais par contre, la priorité numéro 1, encore une fois, c'est le patient. En fait, il y a une façon de faire de l'argent, je pense. Et je pense que c'est ça. Et moi, je te rejoins complètement. Et je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Donc, on n'est pas tombé dans l'association où on a tout gratuit parce qu'il faut trouver un modèle. Donc, du coup, ça voudrait dire vendre la donnée nécessairement. Donc, nous, éthiquement, on ne veut pas vendre la donnée. Mais du coup, on a trouvé un bon compromis, je pense, qui est finalement d'avoir une société économie sociale et solidaire avec un modèle économique viable. Aujourd'hui, en tout cas, on le trouve viable. C'est-à-dire que c'est un abonnement pour les professionnels. Et par contre, on permet la gratuité, du coup, l'accessibilité aux patients qui ont véritablement besoin d'être outillés. Et, voilà. Donc, je pense que c'est un modèle. Et du coup, pas de publicité. Nous, ça, c'est aussi notre façon de faire. Pas de publicité, mais du bouche à oreille, quelque chose de vertueux. Voilà. Et ça, on est plutôt confiant. On a l'impression que ça fonctionne. Donc, ouais. Et nous, ces questionnements, on les a justement, disons, quand on fait comme ça de la recherche, disons que ça, c'est pas que c'est pas notre problème, c'est que nous, on crée le truc, on va l'évaluer, mais on n'a pas, en tout cas, dans la fonction professionnelle, j'ai pas ce pendant qui serait de justement pérenniser l'outil, mais c'est une grande question parce que bon nombre justement d'outils qui ont été validés scientifiquement et tout, en fin de compte, ils sont dans un tiroir parce qu'on n'arrive pas à les transférer et que justement, on n'arrive pas à trouver de modèle économique qui soit à la fois juste, viable et dans ce cercle vertueux. Et voilà, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye de réfléchir de plus en plus. C'est ok, tu vas créer un truc, c'est super, mais comment tu vas le transférer, comment tu vas le pérenniser et faire en sorte que justement, il soit plus dans le champ de l'économie sociale et solidaire que prêt à partir dans les poches d'un GAFAM, quoi. Écoutez, vertueux, social et collaboratif, on va rester sur ces mots-clés-là. Merci beaucoup pour votre participation à cet événement et pour tous ces échanges très instructifs et très inspirants. J'aurais adoré en parler bien plus longtemps, et malheureusement, on arrive à la fin. Donc, merci à vous. Merci à vous tous aussi d'avoir assisté à cet événement. C'est aussi avec des participants ça nous donne envie de concevoir ce genre d'événement avec Flupa. Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets de Maud et de Cécile, vous pouvez les contacter sur leur réseau. Sur l'invitation qui vous avait été envoyée sur la communication, on vous l'enverra aussi sur le mail de remerciement, les moyens en fait de se tenir renseigné sur leurs projets et sur ce qu'elles font. Donc n'hésitez pas à prendre contact si vous souhaitez en discuter davantage. Donc merci à vous tous et je vous souhaite un excellent après-midi et un bon déjeuner tardif si vous
vous n'avez pas eu le temps comme moi de manger. Voilà, merci à vous et à bientôt, on espère, pour un autre événement FLUPA. Et pour ceux qui sont du Luxembourg et tout proche, on fait un événement le 6 décembre avec Karine Lallemand sur comment concevoir une échelle d'évaluation. Donc, n'hésitez pas, on vous enverra une communication sur la newsletter de FLUPA Luxembourg et également de l'Est. Voilà, on carjack aussi la Lorraine. À bientôt tout le monde et merci encore Maud et Cécile. Vous, si vous voulez faire un petit mot de fin. Merci à vous. C'était un grand plaisir de participer à cette table ronde et d'échanger avec Maud. C'était super sympa. Merci également, merci beaucoup. Et je retiens quelque chose d'important, c'est que je pense qu'on a un sujet vraiment en commun. Là, on va développer des néos pour la réadaptation pédiatrique. Donc les familles, les aidants, les enfants vont être en plein vraiment concernés. C'est les futurs acteurs de notre plateforme. Donc avec plaisir pour échanger sur ce sujet. Je pense que c'est une belle rencontre aujourd'hui. Merci Vincent pour avoir permis cette rencontre et je pense qu'on va peut-être pouvoir échanger et co-construire aussi des choses ensemble. Avec plaisir. Parfait, merci à vous tous et à très bientôt.